Hey yo tout le monde, c'est Protox, j'espère que vous allez bien aujourd'hui les amis. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le dark web, comme d'habitude. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous parler d'une série qui vient de sortir sur Netflix, enfin là aujourd'hui on est le 11 janvier, elle est sortie il y a quelques jours, qui s'appelle Survivre après la mort. C'est une série super intéressante et je vous en parle car elle est largement en rapport avec les vidéos qu'on a faites sur notre chaîne, en rapport avec le paranormal. Cette série parle des différentes méthodes pour communiquer avec les morts, parler avec des médiums, l'écriture automatique, les médiums physiques comme les médiums mentaux. Il y a plein de choses intéressantes dans cette série. Je vous invite à aller la voir si vous ne croyez pas à la médiumité ou alors que vous voulez juste découvrir quelque chose d'assez paranormal. Bon maintenant, trêve de plaisanterie, nous allons passer au vif du sujet et nous nous retrouvons en Allemagne car en octobre dernier s'est tenu un procès assez spécial en rapport avec un hébergeur du dark web qui avait pas froid aux yeux. Un bunker de la guerre froide situé en Allemagne facilitait les connexions entre différents sites du dark web et ses utilisateurs. Le groupe qui aurait exploité les serveurs est jugé, mais sont-ils responsables des 250 000 crimes qui ont été perpétrés sur ces sites web ? Le plus grand procès de criminalité jamais organisé en Allemagne a débuté milieu octobre dernier, au milieu d'une grande fanfare médiatique, au tribunal de district de la ville de Trèves. La salle d'audience était pleine. Les accusés et leurs avocats portaient des masques faciaux et étaient séparés par des écrans en plastique. Bien évidemment, le coronavirus oblige à appliquer certaines mesures sanitaires, que ce soit pour les accusés, les policiers, les juges ou encore les personnes qui viennent simplement assister au procès. Le premier jour, le juge a pris 2 heures pour lire l'intégralité des accusations. Lors du second jour, 3 des 8 accusés ont eu le temps de s'exprimer à la barre du tribunal. Les 8 personnes, 4 néerlandais, 3 allemands et un bulgare, ont travaillé au centre de données Cyberbunker, dans un bunker militaire désaffecté, dans le joli village de Traben-Trarbach, au nord-ouest de Trèves. Ils sont maintenant accusés d'avoir aidé des centaines de milliers de crimes et de transactions illégales sur le dark web. Mais comme je l'ai dit précédemment, sont-ils vraiment coupables de ces crimes ? Dans ces crimes, on pouvait retrouver le meurtre, la vente de drogue, le blanchiment d'argent, des transactions sexuelles incluant des enfants et bien d'autres choses comme la falsification d'identité ou encore le recel de cartes de crédit. Et quand on sait qu'ils étaient les hébergeurs du grand Wall Street Market, qui était l'un des plus gros markets à l'époque avant qu'il se fasse down par les autorités, on peut se rendre compte que c'était pas des rigolos les mecs. En septembre 2019, une importante opération de police qui était en cours depuis une demi-décennie a fait une descente dans le bunker et l'a fermé. Et les membres clés du groupe ont été arrêtés. Plus de 600 membres de la police fédérale, dont une partie du GSG, l'unité d'élite allemande, a été impliquée dans l'opération pour arrêter ces cybercriminels. Ces policiers ont réussi à pénétrer dans le bâtiment, un ancien bunker de l'OTAN de 5000 mètres carrés avec des portes en fer qui va à 5 étages sous terre. Le bâtiment était situé sur une propriété de 1,3 hectares sécurisée par une clôture et des caméras de surveillance. Le chef présumé de l'opération, le néerlandais Rohan X, 60 ans, est resté impassible et silencieux tout au long des premiers jours d'interrogatoire, écoutant le témoignage des 3 premiers accusés. Les 3 complices ayant témoigné sont le néerlandais Michael, qui travaillait comme manager au bunker, a résumé ses antécédents professionnels et a décrit en larmes la relation étroite qu'il entretenait avec sa mère. Jacqueline, une Allemande, a agi comme comptable pour l'organisation, a parlé de son enfance au Cameroun, en grandissant en tant que fille d'un paysan pauvre. Et pour finir, un expert informatique allemand de 21 ans, qui a passé 1 an à travailler dans le support technique, a décrit sa vie solitaire et ses antécédents de dépression. Ce bunker a été construit durant la guerre froide pour abriter les membres de l'OTAN. En fait, ce bunker, il est sur une colline, assez en hauteur. Du coup, ça leur permet d'avoir une vision stratégique s'il y avait des ennemis qui arrivaient autour. Et du coup, on voit parfaitement la ville juste à côté, Traben-Trarbach. On peut la voir assez de haut parce que du coup, on surplombe vraiment la vallée et c'est un endroit vachement pratique si on veut voir des ennemis arriver. Langer, le maire de la ville juste à côté justement, il connaît super bien le bunker parce qu'il a travaillé en tant que programmeur informatique dans cet espace très confiné de 1980 à 1990. Donc pour lui, c'est vraiment un endroit qu'il affectionne particulièrement, comme il y a passé quand même près d'une décennie. Et du coup, comme il connaît vachement bien le bunker, il connaît aussi son architecture parfaitement. Donc imaginez-vous, 4 étages sont sous le sol et un seul surplombe du coup la colline.
Donc on ne voit que la face émergée de l'iceberg, et c'est un système super racinaire. Si vous voyez qu'un morceau en haut du bunker, en dessous il y a 4 étages qui se prolongent tout le long de la surface. Et évidemment, quand vous êtes sous terre, vous n'avez pas de fenêtre. Donc pour se repérer entre les étages, il y a un système de code couleur qui est assez simple. Rouge, vous êtes au -2, vert, vous êtes au -3. Donc c'est la seule façon de pouvoir vous repérer dans ces étages-ci. Après la guerre froide, comme beaucoup d'endroits stratégiques militaires, ce bunker il a été laissé à l'abandon et donc c'est un peu con de le laisser dépérir, donc le gouvernement allemand a décidé de le revendre. Et c'est à ce moment-là que Rohan X s'est dit « Et si je l'achetais ce bunker ?» Et au final c'est en 2013 que ce bunker a été vendu à Rohan X, et au final le maire et le conseil municipal n'ont pas eu trop leur mot à dire, et il y avait beaucoup de spéculations quant à ce qu'il allait faire de ce bunker, ce fameux Rohan X. Personne ne savait exactement quelles étaient ses intentions. Une fois l'achat conclu par Rohan, le maire lui a téléphoné et lui a demandé s'il pouvait venir lui rendre visite. Rohan a dit qu'il pouvait venir à tout moment, qu'il avait juste besoin de le prévenir à l'avance à cause des chiens de garde. Le maire le décrivait comme quelqu'un de très ouvert. Il a déclaré « J'ai visité 2 fois et je pouvais regarder derrière chacune des portes que je voulais ». En gros, le maire était plus ou moins rassuré parce qu'il pouvait avoir accès à toutes les pièces. Mais comme vous le savez, les données informatiques sont stockées dans des baies, et donc des serveurs, et au final, on a beau regarder des serveurs, on ne sait pas ce qu'ils stockent, ces fameux serveurs. Rohan X a été assez malin car il a proposé 80 emplois en échange de la vente de ce bunker. C'est un peu ce qui se passe actuellement dans les implantations d'entreprises dans différentes villes. Les entreprises proposent des emplois aux différentes villes, et en échange, ils ont des réductions d'impôts. En plus de ça, il s'est engagé à mettre en place un centre de formation à l'informatique. Donc autant vous dire, emploi plus formation, là c'est le pompon. Et au final, aucune de ces promesses qu'il avait faites en 2013 ont été réalisées. Pas de centre de formation et pas d'emploi de créé. Et c'est à partir de ce moment-là que les autorités et les habitants commençaient à se poser des questions sur les activités qui ont eu lieu dans ce bunker. Puis, en septembre 2019, soit 6 ans après, Langer assistait à une réunion dans une ville voisine et a reçu une notification WhatsApp. Cette notification disait « Des fourgonnettes et des hélicoptères de police étaient au bunker. Il est retourné à Trabentrarbach pour découvrir que le bunker avait été attaqué. Ce n'est qu'alors que Langer et les autres habitants de la ville ont entendu parler de ce qui pouvait se passer et de l'empire du dark web que Rohan aurait dirigé. » Rohan X et ses compagnons sont accusés d'avoir offert un service de bulletproof hosting à différents sites du dark web. Ça voulait littéralement dire à l'épreuve des balles. Grosso merdo, c'était un site qui proposait une protection pour d'autres sites du dark web. Et grâce à ce service, les sites cybercriminels pouvaient mener leurs activités tranquillement. L'hébergement bulletproof est destiné aux services internet normaux, mais qui sont soit illégaux, soit illicites. Mais il est quand même important de se rappeler que la plupart des mauvaises choses se passant sur internet ne se passent pas sur le dark web, mais bien sur l'internet classique. À l'image de la vidéo Daisy Destruction que j'avais faite, et au final, elle était hébergée sur le site de Free. Et d'ailleurs, j'ai lu une étude de la British Internet Watch qui disait qu'il y avait seulement 1% des contenus d'abus sexuels sur enfants qui étaient disponibles sur le dark web et que les 99 autres pourcents sont disponibles sur le ClearNet. Dans ma précédente vidéo d'ailleurs, quelqu'un m'a demandé ce qu'est le ClearNet. Le ClearNet sont les sites internet sur lesquels vous pouvez accéder grâce à Google, et tous les autres dark web et deep web, enfin une partie du deep web est disponible sur Google, mais tout le reste qui n'est pas disponible sur Google et d'autres moteurs de recherche classiques font partie du dark web. Les enquêteurs examinent toujours le contenu de centaines de serveurs physiques et virtuels qui étaient présents dans le bunker et disent qu'ils n'ont pas encore trouvé de contenu non lié à une activité illégale. Grosso modo, tout ce qu'ils ont trouvé est lié à des activités illégales. Et même s'ils offraient un site de protection et qu'ils ne sont pas forcément censés savoir le contenu qu'ils protègent, à partir du moment où il y a 100% de contenu légal, on peut être quasiment sûr que c'était le but premier de leur opération. Et là on ouvre un sujet assez sensible, surtout avec l'affaire Trump, avec son compte Twitter qui a été fermé, son Facebook qui a été fermé, car lui proposait de l'incitation à la haine sur les contenus des réseaux sociaux, mais est-ce que les réseaux sociaux sont responsables des personnes qui publient des choses illégales sur leur site web ? C'est une question qui reste en suspens. Et c'est donc là qu'on arrive à une citation vraiment intéressante, je trouve. Le principe selon lequel les organisations ne sont pas responsables de leurs clients est un principe correct et assez largement répandu. Dès que vous serez une grande organisation telle que Facebook, il y aura des personnes malhonnêtes qui utiliseront vos services. Vous avez juste à regarder les réseaux sociaux comme je vous l'ai dit avec Facebook. C'est pas le monde des bisounours rempli de bisounours. La question est donc, quelle proportion de clients sont des personnes malhonnêtes ? Quelle proportion des utilisateurs des réseaux sociaux sont des personnes malhonnêtes ? C'est une question qui est quasiment impossible à répondre.
Malheureusement, je pense qu'il y en a quand même une assez grande partie. Ou alors des personnes qui cherchent simplement à satisfaire leur esprit pervers, comme les personnes qui vont simplement sur le darknet pour consulter des contenus assez spécifiques, très gore ou très sensibles. La proportion dont je vous ai parlé précédemment est la partie clé, car les principaux services d'hébergement d'Internet, comme Amazon, pourraient bien faciliter des millions de cas d'activité en ligne illégale. Vous ne le savez peut-être pas, mais Amazon c'est le plus gros hébergeur de sites web au monde. Il gagne plus en hébergeant des sites web qu'en vendant des choses sur son site premier. Mais le problème avec Amazon par exemple, c'est qu'ils ont tellement un pouvoir financier énorme que les États au final ne peuvent rien faire contre eux, car Amazon gagne plus que certains États du monde. Je suis sûr que le PIB de la Lituanie est inférieur au chiffre d'affaires d'Amazon, tu vois. Pour en revenir au sujet de Rohan X et ses activités légales, les avocats de la défense ont fait valoir que le groupe autour de Rohan X ne savait pas quel contenu et quelles transactions étaient effectuées sur les sites web hébergés par les serveurs du bunker. Le procès devant durer plus d'1 an, donc il finira sûrement en octobre 2021, nous nous retrouvons ici dans un flou artistique où il est très difficile de définir les responsabilités de chacun. Même si les procureurs peuvent prouver que Rohan X et son équipe étaient au courant de l'activité, la question clé du procès est de savoir si un fournisseur d'accès Internet a le droit d'agir sur cette connaissance. Il faut savoir que l'Allemagne est un pays où la protection des données est farouchement protégée. Même si ça peut vous paraître bizarre à nous en France où c'est très développé, mais les méthodes de paiement électronique et en ligne sont encore très peu répandues en Allemagne. On préfère utiliser le virement ou alors le paiement en espèces ou en chèque. Le maire de la petite ville abritant le bunker fait partie de ceux qui voient dans l'affaire une occasion de réexaminer certaines de ces lois. Occupant un poste important et travaillant avec des enfants, il doit faire vérifier chaque année ses recherches internet et ses antécédents personnels par la police. C'est des choses qui ne sont pas pratiquées en France, mais peut-être qu'il devrait s'y mettre. Vérifier l'antécédent des personnes qui nous dirigent, peut-être une très bonne idée, surtout de le renouveler tous les ans pour voir s'ils n'ont pas de relation avec certains lobbies dans le but de nous nuire. Ce serait peut-être bien d'établir cette loi en France, c'est-à-dire vérifier l'antécédent des personnes qui nous dirigent, juste pour qu'on soit sûr que ce soit des personnes honnêtes. C'est pourquoi il faudrait peut-être que la législation change et que les hébergeurs aient un contrôle total du contenu qu'ils hébergent. Actuellement, les procureurs examinent les milliers d'accusations portées contre les accusés. Les preuves disponibles indiquent qu'un verdict de culpabilité est loin d'être certain. Mais comme vous le savez, les forces de l'ordre gardent souvent des éléments de preuve clés dans leurs manches, dans des cas comme celui-ci. Aujourd'hui, on a pu voir une vidéo en rapport avec le Darknet, mais de façon indirecte. On parle d'hébergeurs qui protégeaient des sites de cybercriminels présents sur le Dark Web. Mais ce qui est de plus intéressant ici, c'est vraiment le procès et les chefs d'accusation. Est-ce qu'un hébergeur qui au final héberge des données numériques sur lesquelles il n'a pas de visuel direct peut être accusé de ces choses qui sont postées par des personnes extérieures? Est-ce que ces hébergeurs peuvent être coupables tout simplement? J'aimerais avoir votre avis en commentaire. Et évidemment, comme d'habitude, si vous avez apprécié la vidéo et même si vous avez des idées de sujets, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Personnellement, j'ai quelques idées de sujets comme le deepfake porn ou l'opération Disruptor qui a eu lieu en septembre dernier. J'espère ne pas inspirer une certaine personne qu'on connaît bien, qui adore faire des vidéos aussi sur le dark web. Je ne citerai pas son nom, oui. Bref, vous avez peut-être deviné. En tout cas, portez-vous bien, mettez un petit like si vous avez kiffé la vidéo, abonnez-vous, réseaux sociaux, etc. C'était Protox pour vous servir. Ciao tout le monde.